Vous écoutez Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h30. C'était il y a 2 ans, des images qui avaient stupéfait le monde entier puisqu'elles étaient filmées, notamment une explosion spectaculaire, dévastatrice qui partait d'un entrepôt du port de Beyrouth et ravageait complètement par son onde de choc la capitale libanaise. C'était un peu comme l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, mais c'était filmé et c'était encore plus important. Il y a eu un certain nombre de victimes, 215 personnes qui étaient tuées, 6500 qui étaient gravement blessés, une capitale en ruine, sans fenêtres, des bâtiments ravagés qui n'ont toujours pas été démolis pour certains d'entre eux puisqu'ils continuent pour certains d'entre eux de s'effondrer sur place, sur le port de Beyrouth, comme il y a 2 jours, des silos qui étaient en ruine, qui sont tombés tout seuls parce qu'on ne les avait pas rasés. Que se passe-t-il au Liban? On en parle avec notre témoin. Bonjour à vous, Lucas Lama. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Oui. Vous êtes français, vous habitez à Beyrouth, c'est une ville magnifique, c'était une ville magnifique, mais c'est une ville qui, 2 ans après, est loin d'avoir fini malheureusement de panser ses plaies parce que les dégâts de l'explosion, on les voit encore sur place. Oui, tout à fait. Tout à fait. 2 ans après, les séquelles sont toujours là. Il y a plein de bâtiments qui sont complètement délabrés, complètement détruits. Ceci dit, une grande partie quand même des habitations ont été refaites, réhabilitées, notamment par des ONG qui sont présentes sur place. Ceci dit, surtout au niveau du port, les séquelles sont toujours là. Il y a 2-3 jours, les silos de grains se sont effondrés. Oui. En fait, une partie s'est effondrée, donc la partie nord s'est effondrée. Donc voilà, oui. Donc on est toujours pas sorti malheureusement de cette crise. De cet accident, voilà, qui est quand même finalement la troisième l'explosion la plus importante de l'histoire de l'humanité. Effectivement, ça a été assez spectaculaire, c'était encore plus important et encore plus dramatique que ce qui s'est passé. On a tous cette référence, notamment sur Sud Radio à Toulouse, en 2001, avec l'explosion de l'usine AZF. Lucas, vous avez dit plusieurs mots, vous avez dit il y a des maisons reconstruites, un certain nombre, notamment grâce à des ONG. Que fait l'État libanais? C'était il y a 2 ans. Malheureusement rien. Peut-être l'armée, en fait, organise la distribution des aides, donc justement les aides de ces ONG, mais malheureusement l'État libanais est quasi inexistant. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le Liban est plongé dans une crise économique depuis 2019. Donc, ce qui fait que l'État libanais n'a pas vraiment les moyens de pouvoir aider sa population. Et donc, voilà, c'est pour ça que l'aide vient surtout des ONG et certaines organisations mondiales aussi. Donc, c'est un pays sous transfusion internationale parce que sinon ils ne s'en sortiraient pas tout seuls. Comment vivent les Libanais? Comment vivent-ils cette situation? Écoutez, en fait, pas uniquement internationales parce qu'il y a aussi des initiatives privées, bien sûr. Donc voilà, donc ceux qui ont de l'argent de côté ont pris l'initiative de rénover leur magasin, leur boutique à leurs frais, exactement. Il y a l'aide de la diaspora aussi libanaise, il faut le rappeler, parce qu'il y a des millions de Libanais qui ont gardé contact avec leur pays et qui habitent un peu partout, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique aussi ou aux Antilles. Absolument, partout dans le monde, que ce soit les États-Unis ou de France, etc. Il y a plein d'aides qui ont été justement, donc qui ont aidé cette population à se remettre un petit peu à refaire un peu leur vie, même si c'est un petit peu difficile. Mais c'est vrai que le quartier historique donc de Mount Rayet, qui est celui qui a été ravagé en premier lieu, ravagé et dévasté, a été 80% reconstruit, on va dire. Et ça, c'est le plus important. Parlons maintenant de la situation politique et économique. Vous l'avez dit, le Liban est depuis 2019 dans une situation de grave crise économique. Vous avez rappelé que l'État était ruiné et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Ça a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des Libanais. D'une part, pour l'inflation, c'est encore autre chose et ça a commencé avant la guerre en Ukraine que ce que nous, on subit en France. Et d'autre part, sur l'énergie. Il y a des coupures de courant, par exemple.
Oui, oui. Alors, la coupure de courant c'est quasiment 22 heures de coupure sur 24 heures. Donc, ce qui fait que les 22 heures restantes sont compensées par des générateurs privés. Et avec le prix du pétrole, donc là actuel, le cours du pétrole, malheureusement, donc ça atteint des prix vraiment astronomiques. Donc on ne Et peut donc, plus s'éclairer ou faire marcher quoi que ce soit. voilà, et donc du coup, la population qui a les moyens, enfin les habitants qui ont les moyens, se sont mis au solaire. Et donc actuellement, on estime qu'il y a à peu près le quart des besoins énergétiques de la résidentielle au Liban qui ont été compensés par l'énergie solaire. Donc il y a des panneaux solaires qui pullulent un peu partout sur Beyrouth, sur les toits des immeubles, sur les maisons, etc. Et comme quoi la crise a rendu le Liban très écolo. Voilà. Absolument. Comme quoi, à toute Absolument. chose, malheur est bon. C'est le seul côté positif en fait de la crise actuelle, c'est que c'est vrai que le Liban s'est vraiment mis à l'énergie solaire, et donc voilà, on ne compte plus beaucoup sur le courant donc d'EDF, qui est l'équivalent de C'est l'EDF libanais. Et donc, voilà, exactement. Et donc, voilà, donc les gens comptent de plus en plus sur donc le solaire, l'énergie renouvelable, et donc ce qui permet d'avoir en fait du courant. Sa propre éolienne, son propre panneau solaire, mais en tout cas d'avoir de la lumière ou de l'énergie, parce que sinon on n'a rien pendant 22 heures chaque jour. Justement, ça nous amène à cet autre aspect, vous l'avez dit, ceux qui ont les moyens installent des panneaux solaires sur leur toit quand ils le peuvent. Sauf que la majorité n'a pas les moyens. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils s'éclairent? Comment ils font marcher leur... Ce qu'il faut savoir, c'est que la livre libanaise a perdu à peu près 20% de sa valeur depuis la crise. Donc, ce qui fait que voilà, ça vaut plus grand-chose. Et donc, on a besoin d'euros frais ou de dollars pour acheter ces panneaux solaires. Et si jamais on les a pas? Encore une fois, donc les Libanais comptent. Alors d'abord, bien sûr, ceux qui ont les moyens peuvent se les offrir. Sinon, ils peuvent compter sur alors soit la diaspora, soit sur des initiatives qui permettent de justement installer donc ces installations solaires qui leur donnera le courant nécessaire, surtout que là actuellement, comme on est en été, on a besoin quand même de la clim, etc. Donc c'est pas toujours facile de s'en sortir sans courant. Non, effectivement. Et comment font les pauvres Libanais? Du coup, ils s'éclairent à la bougie? C'est très concret ce que je dis, mais... Écoutez, même ceux qui n'ont pas les moyens se sont également mis au solaire, donc, parce qu'il existe maintenant des petits ventilateurs en fait, qui sont rechargés via l'énergie solaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, on a à peu près 300 jours ensoleillés par an. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'on a pratiquement... On se débrouille. Tout le temps, voilà, du soleil, ce qui permet de recharger donc, les batteries, et donc à chaque fois qu'il y a ce genre d'équipement au solaire, donc les Libanais ne se privent pas et donc courent justement à l'acheter et pour se dépanner. Et s'adaptent et ils se débrouillent comme ils savent si bien le faire, eux qui ont traversé quand même un certain nombre d'épreuves depuis plusieurs décennies. Les Libanais, parlons quand même de leur classe politique fustigée après cette explosion il y a 2 ans en plein cœur de Beyrouth, fustigée par des manifestations de colère du peuple libanais, quelle que soit d'ailleurs la confession des manifestants. Cette classe politique, elle est toujours là, elle n'a pas bougé, le gouvernement a à peine changé, il n'y a rien qui avance, c'est comme si le pays était bloqué. Comment ça s'explique ? En réalité, la population libanaise comptait beaucoup sur un changement politique, une alternance peut-être ? Alors, je crois qu'on était en direct sur Sud Radio avec notre invité qu'on retrouve à l'instant. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Luc Alama ? Oui, tout à fait. La liaison est revenue depuis Beyrouth. C'est normal aussi. On est en direct sur Sud Radio. Il est 12h54, presque 55. Ils espéraient un changement politique et ils ne l'ont pas eu. Malheureusement, non. Ils l'ont eu partiellement, mais il faut dire que 70% de la classe politique a été reconduite, et ce qui fait qu'il y a eu une sorte de frustration aussi au niveau de cette classe politique. D'une part, ça a permis de faire parvenir de nouveaux députés, donc ce qu'on appelle les députés du changement, mais d'autre part, il y a beaucoup d'autres députés qui ont été reconduits, dont certains malheureusement qui sont accusés justement de la double
explosion du port de Beyrouth. Oui. Et donc, ce qui a créé une sorte de frustration au niveau de la population locale. Ceci dit, c'était une bonne surprise quand même de renouveler 25% de la représentation politique. Et voilà. Et donc, on espère que, peut-être à l'occasion de l'élection prochaine du nouveau président de la République, peut-être qu'il pourrait y avoir un changement. Voilà. Donc, les gens attendent, mais comme vous dites, ils n'attendent pas grand-chose de l'État. Et donc, c'est toujours des initiatives privées ou en se basant sur l'aide que peuvent apporter des ONG locales ou internationales. Et bonne chance, en tout cas, bon courage à tous les Libanais. S'ils nous entendent, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, il est 12h56 sur Sud Radio. On ne pouvait pas ne pas parler du Liban sans envoyer un salut fraternel et embrasser André Berkoff. D'habitude, dans tous ces états, là, il est dans toutes ses vacances et il ne les a pas volés. Donc, on l'embrasse fort. Merci beaucoup pour votre témoignage, Lucas Lama. D'être intervenu. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio en direct depuis Beyrouth, la capitale libanaise qui commémore tristement 2 ans après cette explosion dramatique qui avait ravagé son port et même tout son centre-ville. Restez avec nous sur Sud Radio Midi. On se retrouve dans quelques instants. Place à la politique dans l'Hexagone. Tiens, la politique franco-française. Qui faut-il aider en priorité? Est-ce que ce sont ceux qui sont au RSA et qui n'ont pas de travail, ou est-ce que ce sont ceux qui ont du travail mais qui sont encore pauvres, des travailleurs modestes? Eh bien justement, le Sénat a tranché, ça fait débat parmi les sénateurs. On va en débattre juste après les informations. Vous écoutez Sud Radio, il est 12h57, il sera 13h dans quelques instants.